Eh bien, je vous dis bonsoir, merci de votre présence, de m'accueillir. C'est très sympa. Je vais d'abord vous dire, je ne suis pas un ufologue. Je ne suis pas un monsieur qui passe sa vie à guetter le soir les petits points lumineux qui bougent, pour voir des lanternes thaïlandaises, comme dit l'autre. Si vous voulez, je suis un journaliste qui s'est spécialisé dans le phénomène ovni. Voilà. Au lieu de faire du foot, au lieu de faire le festival de Cannes, j'ai préféré m'intéresser à ce mystère depuis pas mal de temps. Depuis pratiquement le début de ma carrière de journaliste, en 1963. C'était à l'époque, 1963, les époques 52, 70, 90, moment où il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient, notamment le 1er juillet 1965, l'affaire de Valençol, où M. Maurice Masse voit se poser un engin avec un trépied et puis une sorte de colonne qui s'enfonce dans le sol. C'était des choses extraordinaires. Et si vous voulez, le genre de journaliste que j'étais reporter photographe à l'époque, eh bien, a essayé d'en savoir plus et je suis devenu membre de l'association GEPA. Le GEPA de René Fouéré. Francine Fouéré vient de décéder. C'était l'association qui a précédé sur le plan scientifique tout ce qui va être créé ensuite. D'ailleurs, le GEPAN s'est un peu inspiré du sigle GEPA au moment où il a été créé. Donc, c'était une relation sérieuse d'un journaliste qui se posait des questions sur le sujet. Quelques années après, je suis devenu journaliste caméraman, c'est-à-dire que j'ai quitté l'appareil photo pour prendre une caméra. J'étais à l'ORTF et je suis devenu un spécialiste, si vous voulez, des reportages aériens. Je suis devenu très copain avec plein de pilotes et j'ai proposé à l'armée de l'air des reportages aériens qui m'ont permis de voler avec la fine fleur des pilotes de chasse. Le dernier livre, qui paraît, est préfacé par Patrick Baudry, que j'ai connu quand il avait 30 balais, c'est le cas de le dire. Et depuis, Patrick Baudry me présente comme ça, lorsqu'il fait une soirée, je suis présent et il dit « Le journaleux qui ne vomit pas dans les avions ». Pour lui, c'est la référence suprême. Je suis un bon journaliste parce que je ne vomis pas dans un Mirage, dans un Alpha Jet, dans un Jaguar. C'est vous dire que être en relation avec des pilotes de chasse, ça implique quand même un certain tonus. Et quand vous développez une relation physique forte avec ces gens, que vous êtes pratiquement intégré dans leur vécu, eh bien, vous obtenez des fois des confidences. Et c'est ce qui s'est produit. Dans les années 60, 70, j'ai entendu des pilotes me dire « Mais est-ce que tu sais qu'il existe au sein de l'armée de l'air un truc qui s'appelle le BPE, Bureau Prospective et Études, qui possède des témoignages de pilotes et personne n'en parle. » Et c'est ainsi que j'ai été pratiquement un des premiers journalistes à pouvoir révéler qu'il existait une entité officielle, administrative, qui recueillait les témoignages de pilotes. Quand j'ai su ça, j'ai proposé à l'armée de l'air un reportage. L'armée de l'air a dit « ça n'existe pas ». Et j'avais un ami dans la gendarmerie, qui était général, qui possédait des témoignages, parce que quand vous faites un témoignage et vous êtes pilote, le témoignage est distribué dans différentes administrations. Et il est distribué à la préfecture, il est distribué à l'armée de l'air locale, et il est distribué, bien entendu, à la gendarmerie, car un pilote doit faire sa déposition ou auprès de la gendarmerie de l'air, ou auprès de la gendarmerie officielle locale. Et je possédais un rapport de gendarmerie qui décrivait une observation ovni. C'était dans les années 70. Eh bien, j'ai fait un peu de chantage auprès de l'armée de l'air. Je leur ai montré qu'on possédait un document, qu'on allait quand même faire un reportage sur l'armée de l'air et ses pilotes qui voient les choses, et qu'on allait filmer le document. Ils m'ont demandé 15 jours après, on obtenait le feu vert, et on interviewait le responsable du bureau Prospective et Études, et qui nous disait, et c'est vrai, depuis les années 50, nous possédons une trentaine de cas de témoignages sur lesquels on ne sait pas, on ne sait rien. C'est ainsi qu'a débuté un petit peu ma carrière de journaliste
impliqué dans le phénomène OVNI. J'ai commencé à m'intéresser aux travaux du GEPAN, qui s'est créé en juin 1977. Mais avant, j'avais, si vous voulez, recentré les informations que je possédais sur les militaires à travers mon premier ouvrage qui s'appelait OVNI, la fin du secret. Et c'est là que je raconte comment l'armée de l'air intervient, etc. De ce premier ouvrage va quelques années plus tard sortir un second où je raconte eh bien, le travail des gens du CNES, le travail... Ah, allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. Ça, c'est... Il y a quelque chose là-haut. Et je raconte un petit peu la façon un peu détournée que les gens du CNES n'ont pas l'intention de tout dire. Et c'est à l'intérieur du CNES, parmi les gens du conseil scientifique, que je recueille des informations qui montrent bien que le CNES fait le minimum, mais pas plus. Et on va voir tout à l'heure, il fait encore pire maintenant. Donc, de fil en aiguille, 20 ans plus tard, après cet ouvrage sur les vérités cachées de l'enquête officielle, je publie Les oubliés de la science. Et là, je m'intéresse, si vous voulez, au travail ou au non-travail que les scientifiques effectuent sur le dossier OVNI. Et là, j'interviens, je fais intervenir tous les gens que j'ai rencontrés pendant 20 ans au sein du CNES. Et c'est un travail qui me demande des relations suivies et que j'ai réussi à suivre, c'est le cas de le dire. Et les gens à l'intérieur de l'enquête officielle, notamment Poher, Esterle, Velasco, ce sont des gens que j'ai côtoyés, que j'ai sollicités et qui ont répondu à mes questions. Dans Les oubliés de la science, je démontre et je raconte comment les scientifiques officiels du CNES font leur travail, mais qu'à côté, la science officielle ne prend pas en compte les informations recueillies par ces gens-là. Et c'est le titre de mon ouvrage, Les oubliés de la science. Puis arrive 2017. 2017, c'est l'année, vous savez tous, puisque vous suivez le dossier, du 70e anniversaire du 24 juin 1947, où Kenneth Arnold voit 9 objets au-dessus du Mont Rainier aux États-Unis. C'est aussi l'anniversaire, le 40e anniversaire de la création du GEPAN, qui a lieu en juin 1977. Et c'est le 100e anniversaire des apparitions de Fatima, et surtout le 13 octobre 1917, le grand prodige qui va stupéfier la planète et les chrétiens. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. On veut tout dire trop vite. Et je me suis déplacé à Fatima, parce que dans ma petite tête, j'avais recueilli les livres qu'avait écrit le chanoine Bartas. Ceux qui connaissent peut-être l'histoire de Fatima ont peut-être lu ces livres. Ces 3 livres de Bartas qui ont été écrits en 1941, en 1951 et un autre un peu plus tard. Et il a réussi à l'époque à recueillir les témoignages des gens qui ont assisté le 13 octobre 1977 au prodige solaire. On appelle ça le prodige solaire, mais c'est pas un prodige solaire, c'est un événement qui n'a rien à voir avec l'astronomie. Et il y avait ce jour-là 70 000 personnes. Dans ces 70 000 personnes, il y avait plein de gens qui étaient là pour dire ces 3 petits croyants, là, c'est des petits merdeux qui nous racontent des conneries. Je dis ça vulgairement, mais c'était dans l'intention de journalistes, de la gauche, de scientifiques, et puis de gens qui venaient un petit peu en curieux. Parce que les enfants avaient annoncé 3 mois à l'avance le prodige solaire qui allait se produire le 13 octobre. C'est-à-dire que il y avait Jacinthe qui avait 7 ans, il y avait François qui avait 9 ans, il y avait Lucie qui avait 10 ans. C'est Lucie qui parlait avec la Vierge pendant les apparitions qui ont eu lieu pendant 6 mois, à partir de mai jusqu'à octobre. Et elle avait dit à la Vierge, au bout de la deuxième apparition, eh bien, personne ne nous croit,
enfin, est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose? La Vierge leur a dit, ne vous en faites pas. Je traduis un peu ce que la Vierge traduit à travers les écrits, mais je pense qu'elle a dû dire ça autrement, où ils ont une relation qui leur permet autrement d'avoir acquis cette information. Et la Vierge leur a dit, en octobre, le 13 octobre, il se passera quelque chose que tout le monde verra. 3 mois avant, ces 3 bambins, 9 ans, 10 ans, 7 ans, annoncent ça aux gens qui sont autour d'eux. La mère de Lucie, Lucie c'était la seule qui parlait avec la Vierge. Elle parlait, les autres voyaient la Vierge, mais ne l'entendaient pas. Et la mère de Lucie, donc la voyante, elle tapait sa fille. Parce que cette histoire d'apparition les embêtait dans le village. Tout le monde était en attente de quelque chose et les enfants étaient considérés comme des petits menteurs. Donc, quand la dame a annoncé que dans 3 mois il y aurait une apparition, il y aurait un événement, la mère de Lucie, elle a dit à sa fille, je t'accompagne, je ne te crois pas, mais tu vas mourir si ça n'a pas lieu, cette histoire. Donc, je suis ta maman, je t'accompagne. Je vous traduis ça. Eh bien, le 13 octobre, il y a eu un événement vu par 70 000 personnes. Des incroyants, des gens qui venaient là pour rire, des gens... Et par des gens qui étaient hors de l'endroit où s'est passé le phénomène. Il y avait des voyants à 10, 30, 40 km du lieu. C'est vous dire que, objectivement, quelque part, il s'est passé un événement qui n'était pas suggéré, qui n'était pas un fantasme, et qui n'était pas le soleil. Car si le soleil avait réellement bougé, la planète et l'univers auraient disparu. Donc, c'est un événement qui m'avait intéressé, et je me suis rendu le 13 octobre 2017 à Fatima, en me disant, on ne sait jamais. Vous savez, je suis plutôt dans ma démarche de journaliste s'intéressant au phénomène OVNI, quelqu'un qui est plutôt sceptique, qui essaie de tirer les arguments concrets, objectifs. Et donc, je me suis dit, il faut quand même que j'aille à Fatima. Et à Fatima, en plus, je m'étais dit, Fatima, c'est le nom, c'est un nom arabe, et nous sommes dans une période où le terrorisme, hélas, est en train de généraliser ses actions. Je me suis dit, ce jour-là, il faut être à Fatima. Il risque de se produire peut-être un événement tragique, et je tiens à y être, comme j'étais avec ma collègue Joël Hazard au Liban, assister à des choses pas très belles. Donc, si vous voulez, je me suis rendu sur place, j'ai assisté à cette cérémonie extraordinaire. Il y avait 400 000 personnes. 400 000 personnes. La presse en a très peu parlé. Elle a mentionné ça en 2 lignes. Et à midi pile, je regardais, enfin midi et demi, c'était, paraît-il, l'heure solaire de là-bas. Et à midi et demi, je regardais l'horloge de la grande église en me disant, on ne sait jamais. À midi et demi, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de terrorisme. Mais il y a eu un événement qui reste dans mon cœur parce que c'était un événement très fort. Donc, si vous voulez, j'ai vécu cet événement, mais j'ai aussi vécu 2017, les 40 ans du GEPAN. Les 40 ans du GEPAN, je me suis dit, le GEPAN, le type qui le représente, va faire une déclaration, faire un état des lieux, raconter ce qui est accumulé comme témoignage, etc. Pas du tout. Discrétion absolue. Le GEPAN continue son travail. C'est Jean-Paul Agut. Il a bien sûr répondu à mes questions, mais il m'a expliqué que les 3/4 maintenant de ce qu'on voyait et de ce qui avait été enregistré par ses prédécesseurs allaient recevoir des explications. Et il m'a même dit que la totalité des cas inconnus ne représentent plus que 2%. Les cas classés D, les D1. Et alors je lui ai dit, mais il existe maintenant des D2. Il me dit, des D2, nous n'en avons aucun dans le GEPAN. Les D2, c'est, si vous voulez, c'est le summum des inconnus. C'est ce qui pourrait amener à conclure que quelque part, quelque chose se produit et vient nous rendre visite. Les gens du GEPAN disent, nous n'avons rien à ce niveau. Je me suis intéressé en 2017 à l'affaire de l'Amarante. Ceux qui sont coutumiers de l'affaire des ovnis, c'est le top niveau des témoignages. Pendant 20 minutes, un biologiste, dans son jardin, assiste à l'arrivée d'une structure
qui va pendant 20 minutes rester en sustentation à 1 mètre du sol, 20 minutes. Cet homme appelle aussitôt la gendarmerie, une fois que l'objet est reparti à la verticale, et ça se passe, c'est ça qui est à la fois extraordinaire et le plus déroutant, ça se passe dans la périphérie d'une très grande ville de l'Est de la France, Nancy. Et ça se passe dans un petit jardin de rien du tout, de quelques mètres carrés. Le biologiste était en train de biner son jardin, et soudain il a cru sentir que quelque chose au-dessus de sa tête apparaissait, comme un peu on voit apparaître un avion. Une structure a commencé à dévaler du ciel, et il croyait d'abord que c'était un avion. Au fur et à mesure que la structure, si vous voulez, approchait du petit jardin, il se rendait compte que ça n'avait rien à voir avec un avion. Il s'agissait d'une sorte de truc ovoïde, avec la moitié supérieure, c'est ce qu'il découvrira une fois que la structure se positionne au-dessus d'un massif d'Amarante. Et la moitié supérieure est bleue, verdâtre, un petit peu comme les lagons du Sud, des mers du Sud. C'est la comparaison qu'il donne. Pendant 20 minutes, il s'approche de cette chose, il la regarde, et dans une version qu'il ne donne que plus tard, c'est ce qui pourrait faire dire après. Les gendarmes, quand ils reçoivent une version et qu'ils voient un témoignage compléter cette version, ça laisse supposer quelque chose n'est pas très juste dans le témoignage. Donc cet homme dit à un autre enquêteur, mais un enquêteur du CNES, qu'il a touché la structure, qu'elle était froide, glaciale, qu'elle était lisse, qu'elle était belle à voir. Il n'y avait pas de rivet, il n'y avait rien qui laissait montrer un travail de finition. Et il l'a vu disparaître, et au moment où elle disparaît, il constate que les herbes qui se trouvent en bas de la structure se hérissent comme un peu les cheveux se hérissent de la tête. Et il déclare tout ça aux enquêteurs qui viennent le voir 8 jours. Je suis un des rares, je suis même le rare, à avoir obtenu la confession totale qu'il a faite auprès des 2 enquêteurs, un psychologue et un ingénieur du CNES, c'est Jean-Jacques Velasco. Et c'est un enregistrement qu'ils ont effectué quand ils ont été le voir 8 jours plus tard. Cet enregistrement, il est en 2 parties, comme ils font normalement. D'abord, ils laissent parler le témoin sans intervenir. C'est la façon la plus claire pour lui faire dire ce qu'il ressent et sa mémoire, pour traduire sa mémoire. Ensuite, ils interviennent dans le récit pour lui faire préciser différentes choses. C'est le récit intégral de ce dialogue entre les enquêteurs et le témoin que je reproduis dans mon ouvrage, et c'est très très émouvant quelque part. Et c'est une traduction, j'ai mis 2 mois à la refaire, à la refabriquer. Eh bien, je peux vous dire une chose, les types du GEPAN, à part l'enquêteur Velasco qui s'est rendu sur place avec le psychologue, personne n'a écouté cet enregistrement. Je m'en suis rendu compte avec Xavier Passot, qui m'a permis d'avoir cet enregistrement, parce qu'on a eu un deal par rapport à un autre témoin, et il ne l'a entendu qu'au moment où il me l'a transmis. Et la définition de ce cas, c'est un homme seul, il n'y a pas de trace, à part le massif d'Amarante qui a été troublé par une sorte de phénomène qu'on ne s'explique pas, mais comme les gendarmes l'ont mal conservé, ils l'ont mis dans un frigidaire, il fallait le mettre dans un congélateur pour cryogéniser les plants. Et ça n'a pas eu lieu, ce qui fait que l'analyse des plans d'Amarante n'ont rien amené, n'ont permis de rien savoir. Donc si vous voulez, le plan, l'histoire elle-même est très pauvre, il n'y a pas de photo. Alors oui, il a essayé de faire une photo, il n'a pas pu faire de photo. Et dans le compte-rendu de la note numéro 17, qui a été pondue par le GEPAN, on découvre que l'appareil s'est mis en panne. Mais moi qui suis un teigneux, j'ai essayé, donc bien entendu, avec ce cas, de retrouver le témoin, de retrouver les personnes qui l'ont approché, et notamment les gendarmes. J'ai retrouvé l'adresse du témoin, parce que bien entendu, c'était anonyme. J'ai retrouvé les personnes qui l'ont employé pour essayer de m'approcher. Pourquoi? Parce que le témoin ne veut plus parler à personne.
Il a été ridiculisé à plusieurs moments. Il a compris que quelque part, il est biologiste, chercheur. Sa profession, sa carrière, quelque part, aurait pu en pâtir. Donc, il refuse tout contact. Mais, je suis ingénieux, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à essayer de le trouver. Je l'ai trouvé et j'ai réussi à m'approcher de son dernier employeur. Son dernier employeur a réussi à le recontacter. Et on m'a dit, oui, vous pouvez l'appeler, il va vous répondre. Je l'ai appelé, j'ai enregistré tout, etc. 51 secondes, ça a duré l'enregistrement. Le gars, je l'ai au bout du film, il lui pose une question, il me dit merci, au revoir. C'est un homme qui est traumatisé par son histoire. C'est un homme qui ne veut plus entendre parler de cette histoire. Donc j'ai approché également les gendarmes qui l'ont interviewé le premier. Il y en a un qui était mort, et j'ai réussi à retrouver, vous savez, retrouver un gendarme qui a mené une enquête 30 ans avant, parce que c'était 30 ans après, c'est pas de la tarte. Et je peux vous dire que c'est du travail. Et il faut arriver avec des petits pas pour convaincre les gens qui connaissent ce gendarme de le contacter, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le retrouver. Il habitait la région de Metz, ce gendarme, et j'ai été le voir. Eh bien, vous lirez, vous voyez, c'est le suspect, vous lirez dans mon livre ce qu'il m'explique par rapport à ce gars. Je peux vous dire une chose, les 2 gendarmes qui lui ont rendu visite ont été très, très impressionnés par son histoire. Et pour lui, pour eux, il s'agissait d'une histoire absolument d'une clarté limpide. Pour eux, c'est ce cas, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Donc, si vous voulez, le cas le plus probant, le plus extraordinaire du GEPAN, aujourd'hui, en 2018, le ex-responsable Xavier Passot, qui a examiné et qui est responsable des enquêtes, dit bon, ouais, non, il n'y a pas de trace, non, il n'y a pas plus, la photo n'a pas marché, la photo, je vais vous dire pourquoi elle n'a pas marché, parce que les gendarmes m'ont expliqué, il n'y avait pas de pellicule dans l'appareil. Ils ne pouvaient pas faire de photos. C'était de l'argentique à l'époque. C'était en 1982, c'était le 23 octobre 1982. Et il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait pas de pellicule, c'est tout. Dans la note 17 du GEPAN, il se trompe en disant que l'appareil est tombé en panne. Donc, si vous voulez, les types de la zézétique, eh bien, ces gens-là, qui sont des spécialistes du refus du phénomène OVNI, mais d'une manière pathologique, expliquent que pas de photos, pas de témoins complémentaires, il ne veut pas parler, il est agressif contre les enquêteurs parallèles, c'est effectivement, il en avait marre d'être sollicité. Ce cas est vraiment limite. Donc si vous voulez, les cas les plus intéressants sont littéralement maintenant rejetés, et je vais vous citer le dernier cas où là je suis intervenu, et où je peux, si vous voulez, donner un avis. Il y a dans le livre de Xavier Passot, qui s'appelle « J'ai vu un ovni ». Certains l'ont peut-être vu. C'est un livre qui raconte les 4 ans qu'il a passé à étudier le phénomène ovni. Et dans ce livre, il écarte systématiquement tous les cas les plus forts, mais sans jamais avoir enquêté sur place, sans jamais, si vous voulez, avoir eu accès au dossier réel, parce qu'il a fait ça très légèrement. Et il y a un cas qu'il cite comme étant certainement dû à un ballon en hélium tiré par les enfants. Il s'agit le cas du couple Fartek qui a déposé au Cometa. Le Cometa, c'était l'organisation très très militaire, enfin entre guillemets, qui était issue de l'IHEDN, et les gens avaient émis un avis alarmant pratiquement en disant au président de la République, au Premier ministre, attention, il y a danger à ne pas prendre en compte le phénomène OVNI. Et nous vous présentons ce rapport. Et dans le rapport Cometa, le cas Fartek faisait partie des cas très forts. Et bien, dans le livre de J'ai vu un OVNI, Xavier Passot considère que le cas Fartek, il s'agit certainement de la solution qu'a proposée la zététique, c'est-à-dire un ballon tiré par des enfants. Eh bien, moi, j'ai été voir sur place le couple Fartek. J'ai été voir le pilote de chasse. Ce pilote de chasse était un pilote de Mirage. Il a
il a volé pratiquement sur tous les biplaces de l'armée de l'air. Il a formé des escadrilles au Japon, ou pas au Japon, au Maroc. Il a formé ceux qui vont devenir des astronautes. Patrick Baudry, que je fréquente assez bien, le connaît très bien. Et il connaît très bien Patrick Baudry, il connaît tous les astronautes. Et il est considéré comme un pilote très normal, sur lequel il n'y a pas à discuter quand il dit que quelque chose qu'il voit n'est pas normal et étranger à tout ce qu'il connaît dans l'aéronautique. Donc, si vous voulez, quand j'ai raconte que ce pilote a vu un ballon, je peux vous dire, et ce pilote, je l'ai eu depuis, il est très en colère de penser qu'on ridiculise. Alors, le GEPAN n'est même pas venu le voir. Ils lui ont envoyé un formulaire, et ce formulaire, il l'a reçu au moment où il était en mission à l'étranger. Il n'a pas pu répondre tout de suite. Le GEPAN a considéré que ce pilote ne voulait pas répondre à ces questions. Moi, je suis intervenu à plusieurs niveaux, puisque les mecs du GEPAN, je les ai côtoyés assez souvent, en leur parlant du cas Fartec. Pas de réponse, ils s'en tapent complètement. Donc, si vous voulez, il y a le GEPAN, moi je sais ce que c'est. C'est une entité tout à fait légère, où des types finissent leur carrière, où on essaie de répondre aux questions du public de manière très superficielle. L'existence du GEPAN calme un peu les esprits et les interrogations du public. Tant que le GEPAN existe, le CNES a l'impression que le phénomène OVNI est mis de côté, enfin n'est pas intégré dans les préoccupations sociales. Et c'est ce qui se passe. Le phénomène OVNI n'intéresse personne parce qu'il n'est pas intégré dans nos préoccupations culturelles, sociales, militaires. Et physiques. Et maintenant, alors oui, je voulais vous dire, c'est maintenant vous qui allez me poser des questions sur ce que j'ai vécu à travers ma démarche de reporter qui s'est intéressé au phénomène OVNI. Là, je viens de vous faire un discours un peu, etc. Mais je peux vous parler de plein d'autres choses. Si vous avez une question sur un des responsables du CNES, du GEPAN, qui est depuis 1977, j'ai rencontré ces gens-là, je peux vous dire oui, lui, il est intéressé, lui, il s'endort, lui, etc. Donc, si vous voulez, je vous laisse maintenant à me questionner sur un thème particulier du dossier. Oui, en tant que professionnel, journaliste professionnel, je voulais connaître votre sentiment envers soi-disant la censure au niveau de la presse. Quand on lit les livres sur les auteurs de livres sur les ovnis, ils parlent souvent d'un cover-up, qu'il y aurait une censure au niveau de la presse, par exemple. Vous, dans votre métier de journaliste, avez-vous rencontré ce type d'argument ? J'ai rencontré parmi des gens qui s'intéressent au sujet, qui disent la presse est aux ordres, la presse dissimule les dossiers. Pourquoi ? Parce que en haut, on ne veut pas que ça se sache. Eh bien, vous faites une erreur, ou on fait une erreur magistrale. La presse s'en fout. La presse, c'est d'abord du business, c'est du commerce. Et quand il y a une info qui l'intéresse et qui peut être juteuse, elle s'en empare. Le phénomène OVNI, depuis les années 52, pour la France, jusqu'aux années 90-95, était une intéressante affaire pour les journalistes. Parce que vous aviez, d'abord, à cette époque beaucoup de témoignages parlant de choses super étonnantes. La vague de 1954 a été... je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ai eu accès au dossier de la gendarmerie dans les années 75. J'ai été autorisé à me rendre rue Saint-Dominique et à lire les dossiers détenus par la gendarmerie. Eh bien, je peux vous dire que j'ai lu les rapports, les témoignages de la vague 1954. C'est pas du tout ce qu'on dit maintenant. Maintenant, on dit « Oh, ils étaient influencés par la presse, c'est une vague tout à fait artificielle ». Quand vous lisez les histoires des gens, vous découvrez que c'est d'abord
de braves gens, souvent des cultivateurs. Ce sont des gens de la campagne qui ne sont pas du tout en rapport avec la presse. Les gendarmes qui les interviewent les font raconter des histoires, mais c'est fantastique. Le type raconte qu'il y a une soucoupe littéralement dans son champ. Quand il découvre ça, d'abord il croit que c'est un tracteur, c'est un petit peu comme à Valençol. Il croit d'abord que c'est un concurrent qui vient lui piquer ses petites affaires, il est prêt à faire le coup de fusil, et il découvre que c'est pas du tout ça, que c'est une structure qu'il ne comprend pas. Et il raconte les détails de la structure aux gendarmes qui rapportent leur histoire. Et des cas comme ça, dans la période 54, il y en a des vingtaines, des dizaines, des trentaines. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Voilà. Et il n'y a plus rien, ou pratiquement plus rien. Et les gens qui sont des sociologues, qui sont des gens qui étudient les vagues d'observation, essaient de donner une explication, car ils n'ont plus les moyens, ils n'ont pas les moyens d'aller au-delà du témoignage. Il y a quelques traces parfois, sans plus. Donc, si vous voulez, on tente de trouver une réponse auprès des psychosociaux. Et les psychosociaux vont vous dire, c'était Paris Match qui avait ouvert. C'est vrai, Paris Match, dans les années 52-54, c'était Raymond Cartier, le rédacteur en chef, qui ouvrait le dossier et posait des questions. Viennent-ils d'ailleurs? Y a-t-il une inquiétude aux États-Unis? Raymond Cartier, c'est exactement comme si vous aviez PPDA, il a fait un petit peu, PPDA, qui, même plus que PPDA, c'était le responsable de cette revue. Donc, à l'époque, on essayait au plus près, on était au plus près pris par ça. Et c'est ce qui fait que les sociologues, 30 ans plus tard, vous disent, il s'agissait certainement d'une histoire de presse, etc. Moi, j'ai une réponse à ça. Tous les jours, sur Internet, vous avez des milliers, des centaines de sites qui vous parlent des ovnis. Vous avez la capacité d'être influencé par une multi-information sur le phénomène ovni. Par contre, vous n'avez plus la presse qui intervient. Pourquoi? Parce que maintenant, la presse n'a plus rien à se mettre sous la dent par rapport à ces événements. Il s'agit de temps en temps d'une lueur, il s'agit d'un phénomène mal défini. Donc, si vous voulez, la presse, ça fait des décennies qu'elle traite le sujet, elle ne va pas à nouveau relancer des descriptions qui correspondent à ce qu'on disait il y a 30 ans. Le phénomène ovni s'est éliminé lui-même de par ça. Il est modeste, il n'est pas extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Les gens du CNES reconnaissent chaque année 200 cas d'observation, disons, ovni. Dans ces 200 cas, maintenant, ils disent qu'il n'y en a plus que 2% d'inconnus. Autrefois, c'était une vingtaine de pourcents dans les années 70. Il y avait 20% considérés comme non compréhensibles. Donc, si vous voulez, on est tellement bas dans le niveau d'inconnu par rapport à ces phénomènes que la presse, elle a autre chose à traiter, surtout avec la capacité de recevoir du monde entier en quelques minutes des informations très importantes et qui font souvent la une. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que suite à l'importance du nombre de cas observés dans la vague de 54, il y a eu 2 députés qui se sont saisis de la question, qui ont posé la question à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était dans le livre de... oui, et puis quand la personne, le professeur d'histoire, qui a fait une thèse sur les ovnis, et du point de vue de l'État et du point de vue des associations ufologiques. Tout à fait. Donc c'était beaucoup plus pris en considération à cette époque-là, du point de vue politique. Tout à fait. Il y a eu Robert Gallet qui a été l'interview qu'a donnée à Jean-Claude Bourret. Robert Gallet, dans les années 70, a produit beaucoup d'impact et il disait lui-même, il reconnaissait qu'on était incapable de comprendre ce qui se passait. Alors, on a accusé Jean-Claude Bourret dans les années 70 avec une émission sur France Inter qui s'appelait Pas de panique, d'avoir un peu entretenu, si vous voulez, le mythe de... On avait dû faire une conférence ici. Oui, de ces conférences, etc. Jean-Claude Bourret, qui était très médiatique, qui, quelque part, c'est vrai, a fait un peu de business autour de cette affaire.
Il est venu faire une conférence. Ah, très bien, ben, c'est parfait, vous connaissez ces théories. Je voulais donner un détail à Didier, c'est Emmanuel Virotte, qui s'est beaucoup inspiré des archives du Sceau d'ailleurs, il faut le dire. Moi, je voudrais rendre hommage au petit Charles. Le petit Charles, c'est Charles Aznavour. Pourquoi le petit Charles? Parce que ça me rappelle le grand Charles. Et c'est bien le grand Charles, c'est-à-dire Charles de Gaulle, qui le premier a failli créer la première cellule d'enquête du phénomène OVNI. Quand il a entendu parler en 1954 du cas de Tananarive, qui avait beaucoup eu de médiatisation, et il avait autour de lui, il avait dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce que m'a répété un des responsables du GEPAN. Et il s'apprêtait, à son cabinet militaire, avait commencé à solliciter un ingénieur du département de l'énergie atomique pour créer un comité de réflexion, et ça se passait en 1967. Et les événements de 1968 ont déstabilisé le gouvernement, le régime gaullien, et en 69 il nous quittait. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de suite. Mais c'était le premier pour l'histoire à avoir imaginé une cellule qui pouvait effectivement enquêter sur le phénomène OVNI. Je ne suis pas d'accord. En 1954, il y a eu le CENOC qui a été créé par la région. Pardon? En 1954, il y a eu le CENOC qui a été créé par l'armée française. Oui, bien sûr, mais c'était, si vous voulez, à l'époque, en 1954, on avait, moi je possède des documents de gendarmerie où il y avait marqué secret sur les témoignages. En 1954, on était très motivés, dans les années 50, à faire attention à ces bizarres choses qui venaient, on ne savait d'où. Et on les a triplées surtout à la puissance de l'Est, c'était le moment de la guerre froide, et on était très sensible, si vous voulez, à savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est à partir des années 60 que le sigle secret a été enlevé, parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait aucun rapport entre ces observations bizarres et d'éventuelles choses qui auraient pu venir de l'Est, c'est-à-dire de l'URSS. Oui, moi j'aurais quelques questions. La première déjà, vous avez parlé du GEPAN tout à l'heure, des déclassements des KD. Vous pouvez me dire qui a décidé du déclassement des KD, des cas classés D, et quels ont été les moyens mis en place pour les déclasser justement? Alors c'est Jacques Patenay qui en 2008 qui prend la tête du GEPAN. Après il y a eu le CEPRA avant le GEPAN qui était occupé par Jean-Jacques Velasco pendant pas mal de temps, et ça n'amenait pas grand chose. En 2006, François Louange, qui était un des grands spécialistes de la vidéo, des photos, et qui appartenait à l'ESA, a fait un audit pour savoir s'il était intéressant de continuer à enquêter autour du phénomène OVNI. Et cet audit a permis de voir qu'il fallait continuer à enquêter. Mais c'était à l'époque, donc en 2008, Jacques Patenay devient le patron, et c'est lui qui décide que il y avait la classification A, B, C, D. Les A, c'était connu, les B, c'était, on ne savait pas trop, les C, c'était des phénomènes normaux, les D, c'était des inconnus, on ne pouvait pas mettre un nom, c'était pas une météo, c'était pas dans la tête des gens, mais c'était quelque chose qui pouvait quand même avoir une explication. Et la D2, c'était quelque chose qui n'avait aucune explication, c'était les structures sur lesquelles on ne pouvait pas donner un nom ou une conclusion. Voilà, c'est Jacques Patenay, le responsable de cette classification. Il n'y a pas eu de moyens supplémentaires, il y a eu simplement une poursuite de l'enquête, telle que la désirait, que le disait l'audit de François Louange. D'accord, mais ma question c'était plutôt, vous avez dit que les cas qui étaient classés D ont été déclassés. D'accord? Donc moi je voudrais savoir qui a décidé de faire cette chose-là et quels ont été les moyens mis en place pour déclasser ces cas. Ben, vous allez être déçus, vous allez dire, ça ne m'étonne pas, ce sont les gens du GEPAN, les responsables de la cellule, qui
avec l'avance de la technologie et de la science, ont soumis à nouveau à des scientifiques les cas, mais j'y crois pas trop. Je vous dis ça parce que c'est ce qu'ils répondent, c'est ce qu'ils disent. Et Jean-Paul Agut dit, aujourd'hui, les cas qui étaient étudiés et définis comme des par Jean-Jacques Velasco du temps du GEPAN des années 80, eh bien, nous commençons à trouver des explications. Mais il faudrait, si vous voulez, une contre-enquête par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent se débarrasser du dossier. Ils veulent rester avec le GEPAN qui fonctionne, mais surtout qui ne provoque pas de vagues particulières. Parce que, pourtant, c'était produit en 78. En 1977 est créé le GEPAN, et en 1978, il y a une équipe de 19 scientifiques qui fabriquent un rapport sous la présidence de Poher. Poher, c'est le monsieur qui a créé le GEPAN et qui a obtenu les moyens de poursuivre l'enquête. Eh bien, Claude Poher, il a démissionné à la suite de cette histoire. En 78, il y a un rapport en 5 volumes très épais qui raconte et qui donne la conclusion de ces 19 scientifiques. Les structures, les cas décrits par les témoins sont des structures inconnues qui n'appartiennent pas à notre technologie. C'est le cas, c'est la conclusion que donnent ces gens-là. Ce rapport n'a jamais été publié dans le public. Je tente en ce moment d'avoir... alors par contre, il a été, si vous voulez, présenté par Aimé Michel. Ceux qui s'occupent d'ufologie ou qui sont intéressés doivent connaître Aimé Michel. Aimé Michel, c'est le top niveau des gens, des scientifiques qui ont étudié l'affaire. Et bien Aimé Michel a eu, lui, accès à ce rapport. Et il en a fait une synthèse. Et cette synthèse, elle est indiscutable. Quelque part, quelque chose vient nous rendre visite. Et c'était les scientifiques réunis 1 an après la création du GEPAN qui le déclarent. Je suis en train de faire un dossier précisément pour répondre à Xavier Passot par rapport à son livre J'ai vu. Je vais dénoncer le fait qu'il prétend que le pilote Fartek et son épouse ont vu un ballon hydrogène, alors qu'il n'a pas étudié le cas, ils n'ont pas entendu ses explications. Je vais présenter la synthèse faite par Aimé Michel et je vais essayer quelque part d'alerter par rapport à nos acquis par rapport à cette affaire. Oui. Passez le micro. Oui, vous évoquiez tout à l'heure différentes évolutions très officielles depuis l'époque du président Coty, les affaires 54, tout ça, et le général de Gaulle. Est-ce que vous aviez entendu parler d'un sujet, on pourrait employer l'expression, à l'époque des tout premiers numéros de Lumière dans la nuit, des années 60-70, qui publiait à l'époque, enfin à l'époque de M. Leggit, ce qu'on appelait le page connexe. Alors c'était une page où il évoquait des choses sciences naturelles, sciences physiques, enfin en complément, un peu comme le début de l'astronomie ici, avant l'ufologie. Est-ce que vous auriez entendu parler s'il y a eu, parce que comme en toute science, on dit que parfois il y a des retombées, comme on dit, économiques ou sociales, à travers nos petits gadgets de l'électroménager, de tout ça, de la vie quotidienne. Le problème qui se pose, c'est sur le problème dans tout ce domaine si rempli de confidentiel, un aspect qui prend soin, un aspect un peu confidentiel dans un domaine apparemment banal, qui est l'enseignement de notre géographie dans nos écoles et grandes écoles, car il y a une barrière, semble-t-il, entre l'examen et les concours, parce qu'un concours évite de poser une fausse question qui doit être démontré ne pas avoir de réponse, une réponse impossible. Oui, alors donc, pour en venir au point, oui, à savoir, est-ce que vous avez entendu parler que certains sujets ont abordé en complément, quelque sorte, des problèmes mystérieux que posent ces phénomènes, sur le fait qu'une partie de notre géographie
officielle, enseignée aux élèves, aux étudiants, est en fait à demi fausse ou confidentielle elle aussi. Je pense notamment en ce qui concerne la notion d'hémisphère sud, l'équateur. Écoutez, j'ai rien compris à ce que vous dites, excusez-moi. Je ne dois pas être le seul. C'est dommage, si on peut voir toute petite. Je vais faire un petit résumé. Est-ce que la géographie qu'on nous enseigne, elle ne serait pas un peu fausse? Ben alors là, j'avoue que je vais peut-être boire un coup, ça va m'éclaircir les idées. Mais j'avoue, je ne peux pas répondre à ce type de questions. Pour moi, je suis incompétent. Bon, alors moi, ça me fait l'univers que nous connaissons s'est élargi justement avec la découverte des exoplanètes. C'est un petit peu la réponse que je peux donner. Il y a la revue Science et Vie, qui n'est pas le genre à faire dans la rêverie, en 2013, faisait paraître un numéro sur les exoplanètes, et le type qui avait fait le papier concluait qu'il existe autant d'exoplanètes dans l'univers observable que de grains de sable de toutes les plages de notre planète. Rendez compte, autant d'exoplanètes que de grains de sable de toutes les plages de la planète. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que la vie que nous prétendons avoir unique sur cette petite planète, elle est répandue dans l'univers d'une manière fantastique. Donc, quand on pense et quand on imagine le développement des civilisations technologiques, d'une civilisation qui aurait 10 000 ans par rapport à nous d'avance, imaginez ce qu'elle peut faire. Elle peut très bien être présente parmi nous, c'est vrai, dans des manières très discrètes de se faire observer. Je vais vous donner le détail de la comparaison que je fais souvent. Je suis un monsieur qui s'est baladé un peu partout, dans les endroits où il y a énormément de fourmis, et vous avez dû rencontrer, dans les pays exotiques que vous visitez, des autoroutes de fourmis. C'est extraordinaire. Vous les voyez, elles se croisent, elles sont sur des dizaines de mètres, peut-être des centaines, etc. Et un jour, j'ai pris mon stylo, j'ai posé la pointe sur l'autoroute des fourmis. L'autoroute des fourmis, il y en a une qui a essayé de monter, il y en a 2 ou 3 qui ont tourné, et le reste est passé. Les 2 ou 3 qui se sont trouvés à côté du stylo ont été voir le chef des fourmis. Et lui ont dit, c'est bizarre, on a vu un objet qui n'est pas une herbe, qui n'est pas un arbre, qui brille et qui glisse, et qui a disparu. Ça a duré 10 secondes de fourmis. Le chef des fourmis leur a dit, vous n'avez pas mangé une petite herbe un petit peu spéciale ce matin? Vous n'avez, certes, il y a 10 000 fourmis qui passent à la journée, dans 10 000 de vos copines qui passent dans ce coin. Et vous êtes les seuls à me raconter une telle histoire. Eh bien, le phénomène OVNI, pour ceux qui sont les témoins uniques, c'est la même chose. Vous êtes dans votre voiture, vous rentrez à 3 h du matin, vous assistez à un phénomène, mais qui n'est pas classable, votre intelligence vous fait penser, eh bien, vous allez peut-être ne rien dire. Moi, je traduis l'histoire dans mon livre de ce banquier de Poitiers qui était dans une île avec son épouse, une île comme l'île de Ré, etc. À 3 h du matin, il rentre et il observe justement, posé sur la route, qui barre la route, la vulgaire soucoupe, bête. Ça dure quelques secondes et part à la verticale. Il rentre chez lui, il raconte ça à sa femme, il lui dit, on se tait, on ne dit rien. Elle le dit à son fils, qui l'a dit à des copains que je connais bien. Pourquoi? Parce qu'il est banquier. Il est responsable d'une grande banque à Poitiers. Il voit la chose la plus dingue de sa vie. Il n'a aucune preuve. Il est 3 h du matin. Il dit, surtout, ne racontez pas ça, parce que c'est fini ma carrière. Vous voyez, c'est un peu ça le phénomène OVNI. C'est même ça. Et quelque part, eh bien, il est inhumain au possible. Il sort de nos capacités à traduire ce que nous ressentons et ce que nous vivons par rapport à ce phénomène. Oui, attendez, je vais prendre votre micro. Oui, alors moi, je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu plus des confidences que vous avez reçues des pilotes de l'armée en France, le BPE, vous me dites?
Bureau Perspective et D'accord. Bureau Perspective et Alors, études. racontez-nous ce qu'ils vous ont dit, ces pilotes, qu'ils ont vu des ovnis. Ah oui. Combien de pilotes ont vu des ovnis, d'après les confidences que vous avez reçues? Alors, oui, celui-là, il marche mieux. Ah oui, il marche mieux. Eh bien, combien de pilotes, je ne pourrais pas vous le dire. Mais, comme m'a dit Fartek, qui était pilote de chasse. Combien de confidences vous avez reçues de pilotes? Ah, j'en ai reçu, disons, moi j'en ai 4-5 solides, voilà. Hein, je peux pas dire plus. J'ai Fartek, j'ai Giraud, j'ai Crime, vous connaissez tous Crime, qui s'appelle Moustache. C'est impressionnant ce que raconte Crime. Faut pas déconner, je l'ai vu encore il y a 15 jours chez Baudry. Il raconte qu'il vole, et soudain à sa gauche, il y a un objet qui ressemble à une sorte de fusée avec des hublots qui volent en même temps que lui, et soudain, qui prend une distance, qui prend au moins 30 G, incompréhensible. Crine, pilote de chasse, un type qui rigole pas, eh bien, il est dépositaire d'un cas inexplicable. Fartek, oui, Fartek, pilote de chasse, créateur d'école de chasse, qui dit, moi cet objet qui était à 1 mètre du sol, qui semblait frétiller, qui est vu par son épouse au départ. Il est 9h du matin, elle ouvre la fenêtre, elle voit entre leur maison et un groupe d'arbres une sorte de structure qui est à 1 mètre du sol et qui donne l'impression de trembloter. Elle appelle son époux qui était dans la pièce à côté, il arrive et ils voient tous les deux la même chose. Et elle lui dit, c'est pas un hélicoptère? Ah non, s'il était un des responsables de la défense aérienne de la base de Dijon à l'époque. C'est-à-dire qu'il était susceptible à tout moment de dire un Sukhoi venant de l'Est et peut venir attaquer la France. Et il doit à toute vitesse pouvoir identifier l'affaire. Quand il vous dit que ce qu'il voit n'est pas un avion, n'est pas un drone, n'est pas un hélicoptère, n'est pas une chose qu'il connaît, technologiquement parlant, il faut l'écouter. Eh bien non, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce que la zététique a décidé qu'il avait vu un petit ballon à l'hélium poussé par 2 enfants. Je peux vous dire, je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce qu'il est venu rendre visite à des amis dans la région Aquitaine où j'habite. Il est toujours 30 ans, 32 ans plus tard, en colère, en disant mais personne n'est venu me voir. Il n'y a pas un scientifique qui est venu me voir. C'est un pilote qui ne comprend pas que la science ne s'intéresse pas à ce que lui, il déclare, alors que s'il déclare qu'un avion russe vient au-dessus de notre territoire, qui se trouve à 30 km, on le croira, on dira, on fera intervenir d'autres collègues pour repousser l'avion, on lui tirait dessus. Alors que là, il déclare qu'il a vu quelque chose d'incompréhensible. La science s'en fout complètement. Mais la plupart des pilotes qui ont témoigné, ils ont témoigné à la retraite, quand ils n'étaient plus en activité. Eh oui. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, je lui dis, mais alors, vous avez des collègues qui voient des choses comme ça? Il me dit, bien sûr. Et je l'ai appris qu'après, parce que lui, il a raconté un peu son histoire autour de lui. Et il m'a dit, oui, j'ai appris. J'ai dit, vous pouvez me donner les adresses, les noms, etc. Il me dit, non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et j'ai dit, et maintenant, qu'est-ce que vous pensez des ovnis, de ces petits hommes qui pourraient venir? Mais ils s'en foutent complètement. Il dit, moi, j'ai vu ça, je ne déduis pas qu'il y a des extraterrestres qui viennent. J'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. Et je voudrais qu'on me fasse, qu'on me dise ce que c'est. C'est tout. Vous voyez, c'est pas un mec impliqué dans une théorie complètement folle qui essaie d'en faire son business ou qui fantasme avec. Donc, c'est ça qui est intéressant, vous voyez. Quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est bingo. Oui, il y a quand même le témoignage dans le livre de Georges Metz, OVNI en France, le témoignage d'un paysan du Lot qui aurait expérimenté pendant presque 1 an dans une base extraterrestre entre l'Inde et la Chine. Il aurait vécu et il aurait été éduqué par ces extraterrestres dans le yoga, et ça l'aurait propulsé dans une dans une évolution spirituelle extraordinaire. Et il témoigne effectivement, et en fait, quand il a été emmené dans des ovnis et il a vu les avions, etc.
Et il a essayé, il a recherché, effectivement, parce qu'il avait numéroté le numéro de l'avion, et il a retrouvé l'avion qu'il avait vu à partir de l'OVNI. Alors, si vous voulez, ça d'abord, il peut, dans ce cas-là, déposer auprès des gendarmes et donner toutes ces indications matérielles, mais il y a une part d'extraordinaire et de subjectif dans cette relation qui, moi, ne m'intéresse pas directement, parce que elle fait trop partie de cette subjectivité qui se manifeste et qui sert de prétexte à ne pas étudier le phénomène OVNI. Moi, je m'intéresse aux choses qui essaient d'être tangibles, matérielles, et qu'on essaie de rendre objectives. Parce que toutes les déclarations, il y en a plein, je sais, toutes ces déclarations sont trop d'implications personnelles pour pouvoir être étudiées scientifiquement. Il y a le spationaute clairvoyant. Alors j'ai donné la parole dans mes bouquins à mes deux spationautes. Il y en a Patrick Baudry, qui ne croit pas aux ovnis, mais qui est très intéressé par ma démarche, donc il préface mon bouquin, et à Clairvoy, Jean-François Clairvoy, qui est un grand astronaute, qui est monté 3 fois dans la navette, et qui a réglé le télescope Hubble au moment où il avait une certaine myopie, à peu près une dizaine d'années. Et lui, par contre, des récits comme ça, il me dit, moi je les écoute, parce que j'ai un frère psychiatre. Et son frère psychiatre est dépositaire de récits très étonnants sur les fantômes, sur la vie après la vie, sur des manifestations personnelles très très bizarres. Et si vous voulez, il écoute ces récits parce qu'il dit ce sont des récits complémentaires d'un mystère que nous ne comprenons pas et nous devons de les enregistrer. Donc, si vous voulez, moi, ma participation modeste à toute cette affaire, c'est de recueillir des choses qui sont dures comme le sol, et c'est la seule manière que je crois qui nous permettra de décider à la science de s'investir dans l'histoire. Parce que la science, elle a toutes les facilités de vous dire, écoutez, voyez, ce type, il a une base extraterrestre qui se situe en Inde, il va tous les matins rencontrer les extraterrestres. Bon, est-ce que... Attendez, ça ressort de la psychiatrie. C'est ce que disent, c'est ce que vont dire, et c'est ce que disent les cliniciens. Voilà. Alors, moi, je pense que peut-être qu'il y a des débouchés, effectivement, de ce genre, mais quelque part, il faut d'abord étudier la partie solide, la partie qui fait référence à des choses sur lesquelles on peut installer des instruments. En tout cas, Clairvoy, j'étais une réunion qui s'appelle Urinite, donc c'est tous les ans, c'est pour fêter attendez, je ne vois pas qui est le premier homme dans l'espace. Oui, je n'en ai pas pour longtemps. Non. Donc, il nous a projeté un petit film qui se passait dans le Kazakhstan actuel, à Baïkonour, voilà. Et il nous montrait l'épopée soviétique de l'espace. Et dans le film, à un moment, il a fait un arrêt. Vous voyez cette tache-là, pour nous, c'est un ovni. Parce qu'elle n'a jamais été identifiée. Voilà. Je vais vous répondre. Clairvoy, et d'ailleurs, vous allez le trouver dans mon livre, si vous l'achetez un, vous l'achetez un. Clairvoy est la personne qui est la plus rationnelle qui soit, tout en étant très ouvert aux choses bizarres. Eh bien, Clairvoy vous raconte comment, à l'intérieur des capsules, pas Apollo, les navettes, les Soyouz, les astronautes, les cosmonautes, les spationautes, les taïgonautes, pour vous définir toutes ces personnes qui vont dans le ciel, eh bien, voient des choses bizarres à tout instant. Quand vous ouvrez la navette, vous laissez passer dans le vide des boulons, des objets courants, mais que vous ne percevez pas tout de suite. Et un jour, quand vous êtes dans l'espace, ces boulons, ces choses, et notamment un stylo, vont apparaître autour de votre nouvelle navette. Et là, puisque vous n'avez aucune référence spatiale dans le noir, vous pouvez imaginer qu'un stylo qui se trouve à 2 mètres de la vitre de la navette est un objet vu à 3 km, peut-être une sorte de structure volante. Et c'est ainsi que les spationautes ont appris à savoir qu'ils peuvent être leurrés à tout instant
par des choses qu'ils voient dans l'espace, mais n'ayant aucune faculté de pouvoir prendre des distances, ils peuvent très bien se tromper. Néanmoins, ce que Claire Voie m'a montré, c'était le décollage d'une fusée Soyouz et un engin qui tournait autour. Ah, là, ça peut être différent, effectivement. Ah, attendez. Là, oui. Alors, je voudrais revenir sur le cas de la Marante, qui a bientôt 40 ans maintenant, puisqu'il date de février 1982, donc si j'ai bien mémoire. Donc effectivement, bon, notamment, donc ce qui a été dit par rapport à l'action de Michel Bougnasse, qui a une action sur le... Trans-en-Provence, bien sûr, mais pour la Marante, on ne lui a pas demandé son avis, on ne lui a pas demandé d'effectuer une analyse. Par contre, ce qui est dit, c'est que l'établissement central technique de l'armement, de l'armée, a, elle, prélevé correctement les bons plans, et ensuite les gendarmes sont passés. Donc ça, c'est notamment Jean-Pierre Petit qui précise ces données. Donc on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'il y a quelques années, peut-être on en savait plus, parce que ces choses-là se disaient, enfin il y avait des échanges, etc. Maintenant, on a l'impression que plus ça va, plus on est dans le vague. Ce sont des cas quand même qui remontent bientôt à 40 ans. Voilà, comme vous dites, il y a de moins en moins de cas importants, significatifs. Voilà. Oui, ça je vous le confirme. Moi je suis en relation avec, on appelle ça les experts du GEPAN. Il y a 2 experts avec qui j'ai une belle relation, dont je parle dans le livre, c'est Rospard, Jean-Pierre Rospard, et Louange. Louange qui est l'expert vidéo, photo, absolument incontournable. Eh bien, ces experts vous disent, il ne se passe plus rien. Il n'y a pas de cas. Si vous voulez, si demain matin, dans un champ de notre belle France, atterrit un objet qui laisse des traces, obligatoirement, il y aura, même si la presse se fout pas mal du phénomène OVNI, il y aura médiatisation, car ça se saura, les gendarmes interviennent, dans les bistrots ça se cause, il y a les correspondants des journaux locaux, et tout ça de fil en aiguille, ça se sait et ça monte très haut. Et ça ira jusqu'aux télévisions, jusqu'aux premières chaînes. Donc si vous voulez, si un cas vraiment extraordinaire se produisait, on serait obligé de le savoir. Il ne se passe plus rien, à part des petites lueurs qui de temps en temps se baladent, à part les lanternes taille que aime bien Xavier Passot, qui est l'explication courante pour lui des ovnis. Il ne se passe plus rien. Pourquoi il ne se passe plus rien? On ne sait pas. Il se peut très bien qu'une sorte de civilisation qui a exploré à un moment donné notre belle planète en sache suffisamment pour ne pas revenir et partir dans d'autres endroits. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'exoplanètes. Quand je me lève, j'étais à la Martinique il y a quelques semaines et je regardais les couchers de soleil. Et je disais aux amis qui me recevaient, c'est dingue, il y a des milliards et des milliards de couchers de soleil dans l'univers. Tout le monde s'en fout. Et est-ce qu'il y aurait des milliards et des milliards de couchers de soleil sans qu'il n'y ait personne pour les regarder? Je ne peux pas le croire. C'est la raison pour laquelle, moi je crois qu'ailleurs il se passe des choses. Il s'en passe de plus en plus. Alors, bon, excusez-moi. J'avais pris la parole tout à l'heure, mais vous m'avez coupé. Désolée. Alors, je la reprends. Voilà, ma question, justement, c'est pour revenir sur ce que vous disiez. Vous parliez justement de la réalité et justement l'analyse de cette réalité. Je sais que le GEPAN, s'appuie aussi sur des enquêteurs locaux pour pouvoir affiner toutes ces analyses. Qu'en savez-vous exactement? Et parce que j'ai cru comprendre qu'il faisait appel, à un moment donné, il faisait appel à différents analystes pour lequel finalement d'un groupe qui était plus important est revenu un petit peu à peau de chagrin. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez plus d'écho à ce niveau-là? Alors normalement, l'idéal serait que ce soit le GEPAN, Jean-Paul Agut, qui nous répondent. Mais c'est pas le cas, donc c'est pour ça que si vous avez plus d'informations par rapport à ce niveau-là, parce que c'est toute la problématique concernant des hypothèses qui sont émises. Quand je parle d'hypothèses, on annonce que ce sont des lanternes taille qui sont apparues aux yeux, à 1h du matin. Oui, je veux bien croire, je veux bien entendre, mais quand on analyse ces lanternes taille,
Donc je parle d'analyse, hein, donc c'est une expertise entre un point A, un point B, avec un angle de temps, etc., en ligne directe, avec un angle descendant. Bref, on peut analyser tout ça, et qui nous prouve par A plus B que ça ne peut pas être lanterne taille. Donc ce que je voulais savoir, donc, par rapport à tout ça, si effectivement ces analystes sur lesquels le GEPAN s'appuie, est-ce que vous avez des échos par rapport à ça? Est-ce qu'effectivement ils sont redevenus une peau de chagrin ou pas? Merci. Merci beaucoup. Il existe des gens qui sont disséminés sur le trottoir. J'ai un ami au fond qui nous est très cher, voilà. Donc le GEPAN a créé une unité, si vous voulez, de 25 enquêteurs qui peuvent intervenir dans un rayon de 200 km sur l'ensemble de la France. C'est-à-dire il y aura un cas qui est répertorié par une gendarmerie, le GEPAN est aussitôt prévenu, qui lui-même demande et sollicite son enquêteur. Ces 25 enquêteurs sont chapeautés par un groupe d'experts dont je vous ai parlé tout à l'heure, François Louange, Jean-Pierre Rospard, qui chacun dans leur spécialité vont évaluer le cas, si le cas n'est pas identifiable de manière facile. Et ils vont créer, normalement, ils vont faire une sorte de rapport qui sera transmis au GEPAN et qui lui-même déterminera dans quelle classification le mettre, A, B, C, D, D1 ou D2. Voilà, c'est comment ça se passe. Pour l'instant, alors vous avez toute possibilité de chercher le site du GEPAN et vous verrez les enquêtes, parce que ça c'est accessible. Non mais moi je ne parle pas de ça, je vous parle effectivement des apports qui peuvent être faits par des personnes extérieures au GEPAN, ce sont donc des intervenants, on va dire, intervenants qui sont bénévoles pour la plupart, et qui contribuent justement à éclaircir toutes ces enquêtes qui posent problème pour le GEPAN. Mais je pose la question à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont toujours bien sollicités? Pas tant que ça. Est-ce qu'ils sont sollicités à bon escient? Et lorsque le GEPAN émet des hypothèses, est-ce que ces hypothèses sont bien analysées? Parce que moi, j'ai une preuve, j'ai dû faire appel à une personne spécialiste en aérostat qui m'a dit ce qu'on vous a répondu, c'est n'importe quoi. Très bien, c'est intéressant, vous voyez, c'est pour ça que je cherchais à dialoguer avec vous. Je vais demander à qui a vu un ovni dans sa vie? Voilà, vous voyez, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Donc, vous avez la preuve avec madame qui vient de démontrer que le GEPAN, c'est très léger comme travail autour d'un témoignage. C'est le moins qu'on puisse dire. Et madame est révulsée par le peu de travail et de considération qu'on a pris par rapport à son travail, à son observation. Bon, c'est vrai que les montgolfières, on peut, ou les lanternes taille, avec une analyse balistique ou des analyses, etc., déterminer de quoi il s'agit, c'est sûr, c'est obligé, de l'identification. Quelque part, c'est très intéressant. C'est pour ça que moi, je souhaitais ce soir qu'il y ait un dialogue entre celui qui croit avoir un peu travaillé autour du phénomène et les gens qui ont vécu quelque chose. Voilà. Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose d'extraordinaire et qu'il n'a pas osé le dire? Madame? Moi, je peux déposer sans doute. Mais le dire à qui? Moi, j'avais une question. Non, le dire, vous voyez, c'est ce que j'expliquais donc, tout à l'heure avec le banquier qui se balade avec sa bagnole à 3h du matin. Qu'est-ce qu'il foutait à 3h du matin, hein, à rentrer, hein? C'est ce que diront les gens. Alors, il ne faudra peut-être pas que ça se sache, mais quelque part, il y a des gens qui vivent des événements et des témoignages. Ah bon, on va donner une... Ma question, c'était, puisque vous étonniez qu'il y ait de moins en moins de phénomènes observés, on va dire, moi j'ai l'impression que, comme les gens n'osent plus parler, parce que le peu, de toute façon, qui ont parlé dans les années, des décennies qui se sont écoulées, de toute façon, ça a été tourné en ridicule pour la plupart des cas, n'est-ce pas? Donc, la plupart des gens qui voient des choses n'osent pas le dire. De façon, je pense à votre banquier, mais voilà, je pense à moi, je pense à plein de gens que je connais qui ont vu. Moi, j'ai vu quelque chose, ce n'était pas une lanterne de taille, bon, ça c'est sûr, mais je n'en ai pas parlé, et ça fait 25 ans. Hein.
C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vais pas vous raconter ça. J'étais donc avec mon ex-mari, on était allé dîner chez des amis qui habitaient pas très loin. Et pour la petite histoire, j'habitais près d'un centre d'essai atomique. Pour la petite histoire. Mais il y a 25 ans, donc il était en activité à Vaujour. Et donc en ressortant de chez ses amis, il était au milieu de la nuit, peut-être 1h ou 2h du matin, c'est loin, j'ai rien noté. D'un seul coup, on a senti, parce qu'on était donc à pied, il faisait nuit noire, il y avait un beau ciel étoilé, c'était un beau jour. Et puis, un engin est arrivé derrière nous, comme ça, et moi, en fait, on l'a assez mal vu, parce qu'en fait, on le voyait simplement parce qu'il cachait les étoiles au fur et à mesure de sa progression. Il était à basse altitude, absolument aucun bruit, et quelque chose d'autre, mais je vous dirai après, m'a fait penser vraiment qu'il y avait quelque chose de très bizarre là. Et donc on voyait son avant qui était droit en fait, et on voyait donc au fur et à mesure quelque chose qui nous cachait les étoiles. C'était assez flagrant, donc on voyait pas la forme générale, mais c'était immense, vraiment immense. Et pour la petite histoire, là où j'habitais, c'est donc à côté de Vaujour, c'est à côté de l'aéroport de Roissy également, pas très loin. Et donc ce truc est passé, mais pour moi c'était la taille d'une ville, enfin c'était énorme, c'était vraiment, on avait évidemment, il y avait des maisons autour de nous, donc on voyait pas le ciel jusqu'à l'horizon, mais quand il est passé au-dessus de nous en nous cachant les étoiles, vraiment, mais c'était gigantesque, on voyait pas le bout, d'accord? Et quand ça s'est éloigné, quand d'un seul coup on a revu le ciel étoilé, les bruits de la nuit ont repris, parce qu'au moment où cet engin est passé, et c'est ça qui avait attiré mon attention, tous les bruits de la nuit s'étaient tus. Et lui, il ne faisait aucun bruit. Aucun bruit. Et je n'ai vu aucune lumière parce qu'on ne l'a pas vu de côté, on l'a vu quand il est passé au-dessus de nous. Et j'étais pas toute seule, on était deux, il y avait mon ex-mari avec moi, et bizarrement, moi je m'intéressais déjà plus ou moins aux phénomènes extraterrestres, mais comme ça, de loin, quoi. Parce que ma sœur avait vu une soucoupe dans son jardin, et du coup ça m'avait un peu attiré l'attention, on va dire. Oui, vous avez une sacrée dans le ouais, et elle ne croit pas aux ovnis, elle n'y croit toujours pas, et elle ne veut absolument pas que je lui reparle de cet épisode, elle m'en a parlé une fois, et qu'est-ce qu'elle a vu? Une soucoupe. Enfin, ce qu'on appelle une soucoupe, la forme, allez, on va dire classique d'il y a 10-15 ans, voilà, des soucoupes volantes. À quelques mètres de sa fenêtre, en pleine nuit, les chiens se sont mis à hurler à la mort, ils sont filés sous le lit, ils n'ont pas voulu en sortir avant 2 heures, et pendant quelques minutes, cette espèce de structure planait dans son jardin, avec des lumières en dessous, qu'elle m'a décrite, elle m'a fait un dessin, etc. Et elle ne croit pas aux soucoupes volantes. Voilà. Elle a voulu vraiment rayer ça, et elle n'en a elle-même non plus parlé à personne. Elle était toute seule, c'était la nuit, oui. Ses enfants dormaient, son mari travaillait de nuit, donc elle était toute seule. Non. Et elle était, voilà, elle m'a écrit en disant, voilà, toi, je sais, ça peut t'intéresser, voilà ce que j'ai vu, tu gardes ça pour toi, de toute façon, et si tu m'interroges ou quoi que ce soit, je ne nierai tout. Voilà. Et donc, c'était pas ça le propos, je venais pas pour vous raconter ça, je venais simplement pour compléter ce que vous avez dit. Est-ce que justement, c'est pas le cercle vicieux des témoins qui, sachant qu'on ne les prendra pas au sérieux, ne disent rien, et du coup le GEPAN dit, nous on n'a rien puisqu'on ne nous dit rien. C'est un cercle vicieux. Ils n'ont pas envie de communiquer. Un jour où il y en a un qui se pose devant la Maison Blanche, je pense que là ils en parleront, mais même pas. Alors, je vous dirai ce que j'ai répondu. Madame, allez-y, après je répondrai. Oui, j'aimerais savoir si vous avez des informations sur les activités de la commission Sigma. Est-ce qu'ils enquêtent vraiment sérieusement sur les ovnis? Excusez-moi, Sigma. La commission Sigma. Ah, bien sûr. Oui, mais alors, je vais d'abord répondre à madame en lui disant que c'est dommage qu'elle n'ait pas fait une déclaration à la gendarmerie. Vous ne l'avez pas fait? Non, je l'ai pas fait. Non, c'est dommage, parce que c'est une belle histoire. Et la commission Sigma, oui, il faut que je vous dise, il existe une association scientifique très bien formée, faite de gens, des physiciens, des biologistes, des psychologues, qui étudient les rapports, mais de manière parallèle au GEPAN. Et ce sont des gens de la 3AF, c'est-à-dire une association d'anciens pilotes, d'anciens techniciens de l'aéronautique, qui se sont créés et qui, quelque part, sont intéressés et se sentent interpellés par le phénomène OVNI. À une époque, ils étaient un petit peu drivés par un dénommé Gresley, Monsieur Gresley, qui est un spécialiste des dossiers extérieurs, qui raconte que les Américains sont introduits par les extraterrestres, et rencontre du troisième type, plus
Indépendance Day, Gressley. Bon, et c'était... Oui. Jean Grélé, il s'appelle, exactement. Mais si vous voulez, moi, quelque part, quand j'entends qu'il est ancien pilote, c'est vrai, pilote important à Air France, il a vu 5 fois les ovnis et il écrit 3 bouquins pour dénoncer, si vous voulez, les théories du complot autour du phénomène ovni. Moi, je dis, c'est trop. Et il appartenait à la commission 3AF. Bon, quand il a sorti son dernier bouquin, où là, c'était du délire complet, eh bien la 3AF a changé de direction et elle est devenue beaucoup plus sérieuse dans ses démarches. Et maintenant, c'est une référence, quand elle intervient dans un débat, on écoute ce qu'elle dit, et elle est, si vous voulez, on est en parallèle du GEPAN, elle complète le GEPAN. Mais pour l'instant, là, il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de ces personnes, mais ce sont des gens très sérieux. La commission Sigma. Il y a eu Sigma 1 avec Alain Boudier et Gressley, et maintenant il y a Sigma 2. Voilà. Merci. C'est complètement interne. Le public n'a pas à être informé, enfin, ce qu'on ressent. Bravo. Attendez, vous reposerez la question. Il y a 2 questions, une de l'agneau tout après, et maintenant tout de suite. Monsieur Roussel, c'est quoi le degré d'acceptation d'un témoignage? Très bonne question, voilà, parce que là, par rapport au pilote Grellet, il expliquait à l'époque le 452 autour de Washington. Il était pilote à cette époque-là, on parle bien de la même personne. Hein. Peut-être, pilote de chasse. Non, mais si vous voulez, arrive un moment où on peut avoir assisté à quelque chose d'extraordinaire, c'est tellement extraordinaire qu'on va rejeter son témoignage. On va dire, voilà, quel est le degré. Alors, tant qu'on voit quelque chose uniforme, où ce monsieur était peut-être un peu plus dans le secret qu'un autre, puisqu'il travaillait dans la défense. Non, pas du tout. Il était pilote de chasse. Il était pilote de chasse, mais il ne travaillait pas pour la défense. Les pilotes de chasse n'interviennent que quand on les sollicite pour une mission particulière. Mais ils n'interviennent pas pour détecter et suivre les ovnis. Ça n'existe pas. Alors, je reviens à ma question initiale. Quel est le degré d'acceptation d'un témoignage? Ok. Alors moi, je vais vous dire, puisqu'on vient de prendre le cas de M. Jean Grélé, il a peut-être vu effectivement quelque chose d'étonnant, mais le phénomène ovni est d'une rareté extraordinaire. Et vous avez pratiquement, hélas, aucune chance d'être témoin d'un phénomène ovni qu'on peut considérer entre nous comme totalement inconnu et étant peut-être la manifestation d'une civilisation extérieure. Quand Jean Grélé voit 5 ovnis dans sa vie, 5 occasions de rencontrer des choses bizarres, quand il écrit 3 livres qui viennent compléter ses déclarations en disant qu'il a des informations ultra secrètes concernant l'implication des Américains dans à la zone 51, à Roosevelt, etc. Pour moi, c'est trop. Si vous voulez, je connais des témoins d'OVNI, ils n'ont pas besoin de prendre des proportions pareilles. Quand le type de la Marante, qui a vu quelque chose pendant 20 minutes, qui dépose, et je vous assure, si vous lisez la déposition que j'ai recueillie à mot pendant 2 mois, eh bien, vous découvrez que c'est du sérieux. Eh bien, quand vous avez un témoin qui reste avec une rigueur à travers son témoignage, qui refuse la médiatisation ou en faire une affaire de business, vous pouvez être à peu près sûr que cette histoire, comme nous, vous refusez d'aller plus loin, parce que ça provoque tellement de choc sur le plan de la société, de votre culture, et puis la non-réponse qu'on va apporter, vous préférez garder ça pour vous. Donc, M. Grélé, pour moi, n'est pas, puis on le voit bien dans son comportement, n'est pas, si vous voulez, crédible, voilà. Moi, j'aurais quelque chose à rebondir. Ah oui, notre ami. Voilà. Vous dites que le GEPAN dit qu'il ne se passe plus rien. D'accord ? Vous dites que le GEPAN dit qu'il ne se passe plus rien au niveau des observations actuellement. Moi, je peux dire que c'est totalement faux. Parce
que moi, m'occupant d'une revue qui s'appelle Lumière dans la nuit, depuis juin, juillet, août et septembre, là, on reçoit énormément de témoignages. Et on a eu l'occasion de rencontrer une personne qui, près de Genève, a observé un triangle géant dans le ciel, qui l'a signalé au GEPAN, d'ailleurs, qui s'est jamais donné la peine de rencontrer le témoin, qui s'est jamais donné la peine d'aller voir l'aéroport de Genève, qui est à côté, qui est à 10 km. Donc moi j'ai écrit à l'aéroport de Genève, j'attends les réponses, là, de savoir ce qui a pu se passer cette nuit-là. Est-ce qu'éventuellement il a pu y avoir une erreur du témoin, mais ça m'étonnerait parce que le témoin explique bien les choses, a bien observé ce qu'il a vu, d'ailleurs il est choqué, extrêmement choqué de ce qu'il a vu, il n'arrive pas à le comprendre. Et j'ai d'autres témoignages qui concordent que ce soir-là, il s'est passé des observations de triangles en France qui correspondent aux axes d'évolution par rapport aux témoins aussi. Et donc la question est, sur quoi se base le GEPAN et pourquoi le GEPAN continue à mentir à ce point-là? Voilà, ce que je vous conseille, c'est de lire le livre de Xavier Passot. J'ai lu et vous allez comprendre comment il aborde les cas qui sont les plus étonnants. Et vous allez comprendre que finalement, le GEPAN, il a toute la capacité à savoir intelligemment éliminer même les cas les plus étonnants. Donc, si vous voulez, moi, vous me posez la question, mais je suis le premier à répondre, à compléter ce que vous dites. C'est tout à fait ça. Et la synthèse que je vais publier par rapport au connu et au refus d'accepter l'évidence, eh bien, j'espère que quelque part ça ajoutera à ce que vous dites. Je la fais ma synthèse, je ne sais même pas à qui je vais la donner. J'ai la revue Alien qui s'occupe de mes petites affaires et qui souhaite que je fasse quelque chose. Mais vous avez effectivement totalement raison quand vous dites ça. C'est le GEPAN, il n'est pas là pour étudier les cas. D'abord, il n'en a pas la compétence. Il faudrait qu'il y ait des détachements auprès des scientifiques et des projets avec des budgets qui permettent d'avancer. Mais le GEPAN, c'est une sorte de caisse de résonance qui emmagasine les témoignages que l'on voit à la gendarmerie. Il est classe A, B, C, D, et puis c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et il croit avoir répondu à la question. Qui servent à rien. Alors, il dit, c'est une bonne question, et Xavier Passot, il n'est pas bête, à la fin de son bouquin, il dit, mais on sert peut-être à rien. Eh bien, il se répond à lui-même en disant, non, on sert quand même à quelque chose, puisqu'il y a des gens qui viennent nous parler de choses bizarres qui les intriguent, et c'est à nous, compétents, de pouvoir leur apporter des solutions. Voilà, mais c'est une sorte de façade dans laquelle les officiels, les administrations se dissimulent et donnent l'impression aux Français que quelque part on étudie l'affaire. La France est un des rares pays qui a pris l'affaire officiellement en main. Donc on présente une belle vitrine par rapport à ça. Quand il y a des congrès sur l'ufologie, on invite le GEPAN. Le GEPAN dit voilà notre travail, c'est ce qui est arrivé à Pocantico dans les années 2000. Et c'est Jean-Jacques Velasco a présenté ces cas, mais ça n'a pas été plus loin. Ça ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce que les ovnis, ils ne viennent pas vous piquer vos affaires, ils ne viennent pas violer vos femmes, ils ne viennent pas brûler vos maisons, ils ne viennent pas faire un acte social spectaculaire qui incite les officiels, qui oblige les officiels à se mobiliser. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un livre qui est en train de sortir qui s'appelle qui traite les affaires terroristes. Qui traite les affaires terroristes en expliquant que malgré toutes les preuves qu'ont emmené les services secrets, qu'ont amené certaines branches, administrations de la France, les politiques ont eu la preuve que quelque chose allait se préparer. Eh bien, ces politiques n'en ont pas tenu compte, quelque part. S'ils ne tiennent pas compte de choses aussi importantes que des cas probables de terrorisme, comment imaginer qu'ils pourraient tenir compte d'indices aussi farfelus qu'une étoile qui bouge, une sorte de structure qui s'est posée? Vous voyez, on est complètement à côté de la plaque à ce niveau-là. Et on n'a aucune raison de sortir de ce à côté. Pourquoi? Parce que il ne se passe rien par rapport au phénomène prétendument existant. Voilà. C'est ce qui fait que, moi je dis, le phénomène ovni est totalement inhumain et il ne nous concerne pas. De temps en temps, il y a des sortes de bestiaux qui passent au-dessus, qui se baladent. C'est un peu comme la théorie du zoo.
les ovnis sont de l'autre côté de la grille. Nous croyons de l'autre côté de la grille, regardant ces choses étranges venues d'ailleurs. Chacun est prisonnier de la partie de la grille. Oui, je voulais revenir à Jean-Gabriel Grelet qui dit très clairement quand même qu'il a travaillé à partir, il a demandé communication de documents déclassifiés et donc il indique qu'on lui a effectivement on lui a envoyé, il précise ce qu'il avait payé, donc c'était un coût tout à fait modique et il a travaillé à partir d'une somme énorme de documents qu'il a ensuite traités, classifiés, etc. Donc c'est quand même bon, on voit bien dans ses livres, alors peut-être que le dernier sur 47-52 est moins bon, il y a quand même La fin du secret, c'est bien entendu. C'est moi La fin du secret. Oui, non mais vers la fin d'un... C'est le titre de mon premier livre. La fin d'un secret, parce que donc effectivement c'est sourcé, il y a des... Bon après il y a des conclusions qui sont peut-être... Mais enfin il y a énormément de références quand même sur... c'est l'histoire... présenté d'une certaine façon, mais enfin, il y a quand même beaucoup de références dans son livre, des références tout simplement historiques. D'accord, mais comment expliquez-vous que ce soir vous soyez une petite poignée à venir encore vous interroger sur le phénomène OVNI que personne n'instruit officiellement et que la presse laisse tomber? Vous voyez, c'est quand même grave. Vous êtes quelques rares Français à vous dire il se passe quelque chose, c'est pas normal. Personne ne s'en occupe. Mais malgré tout ce que vous nous donnez comme argument, malgré ce que font bouger certains, eh ben, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas parce que moi, je suis persuadé que ça ne nous concerne pas. C'est la théorie de la fourmi, c'est la théorie du zoo, nous sommes là, et on passe au-dessus de nous, et nous n'avons aucune importance. Je ne crois pas au contact, je ne crois pas à une volonté, si vous voulez, d'intervenir dans la vie de nos sociétés à travers certains extraterrestres. Je ne crois pas parce que c'est pas imaginable dans une mesure où une technologie en avance de plusieurs milliers d'années n'aurait pas la capacité d'intervenir sur nous, et ça ne se sent pas à travers l'évolution de notre société. Et certains disent, ah oui, mais Grelet, il prenait comme exemple que la science avait avancé par rapport aux structures qu'on avait retrouvées écrasées, ou même la récupération de cadavres. Et grâce à ça, il disait, la civilisation a avancé d'une manière extraordinaire, la science a fait des bonds. Eh bien, j'ai posé la question à des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, mais ils m'ont dit non, la science progresse à sa vitesse, elle n'est pas dans une capacité, par exemple, moi si j'étais un extraterrestre, cette petite chose, je la fais soulever avec mon doigt. Il n'y a pas un choc technologique, visuel, au point qu'on a la certitude que d'autres interviennent dans notre vie et dans notre civilisation. Oui, alors... qui va répondre à ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, il y a le livre de l'astronome André Braic qui est décédé il y a quelques années. Et alors lui, sa thèse, c'est que nos hommes politiques, qu'ils sortent de l'ENA ou de Sciences Po en général, ils ont fait les deux, ils n'ont pas de culture scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un découplage, si vous voulez, entre la recherche scientifique et le monde politique. Donc ces gens-là ne peuvent pas prendre des décisions pour déclencher des recherches sur les ovnis. Ça leur passe au-dessus de la tête. Ils ne veulent pas qu'il y ait de barouf politique-social, c'est-à-dire qu'ils sont en recherche du statu quo. Quand le rapport du Cometa est sorti, Jospin, qui était Premier ministre, a répondu à un journaliste, il dit « Je n'ai absolument aucun commentaire à faire sur ce rapport. » Et pourtant, il l'a lu. Écoutez, moi, je connais, lui, il l'a lu. Moi, je connais le général Bernard Dorlin, un général... J'ai volé avec lui, sur Jaguar. Donc c'est lui qui a fait l'introduction du rapport d'État. Et puis, il y a un autre général de l'armée aérienne qui a participé à ça. Letty. Voilà. Alors, si vous voulez, quand vous voyez des gens qui sont des amiraux d'armée, qui ont plus de 5000 heures de vol, donc c'est pas des charlots, ces gens-là qui associent leur nom à un rapport sur les ovnis, qui a été salué d'ailleurs au niveau international, parce que tout à fait. le rapport Cometa est unique au monde dans son sérieux et dans... bon.
Voilà, donc si vous voulez, je pense qu'une des raisons, c'est que nos hommes politiques n'ont pas du tout l'esprit scientifique, ils n'ont pas l'esprit de recherche, hein, et donc ça peut expliquer une partie Voilà. Moi, je vais vous répondre avec l'amiral Pinon. Vous connaissez ceux qui s'occupent d'OVNI. L'amiral Pinon, c'est lui qui a été spécialiste de Fatima et qui a fait une des dernières interprétations sur Fatima. Je l'ai rencontré 3 mois avant qu'il meure. Eh bien, je lui ai demandé, est-ce que les états-majors sont au courant sur le phénomène OVNI? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est la chose qui m'intriguait le plus quand j'étais amiral. Quand j'étais en réunion avec l'amirauté, avec les principaux responsables des bateaux, des commandements de toutes les régions maritimes, quand on avait un petit pot à boire avec des grands niveaux, je m'approchais des gens et je leur parlais comme ça en rigolant. Et les ovnis, quelque part, il n'y a pas eu... Les amiraux, vous savez ce qu'ils lui répondaient? C'était au moment où sortait le Cometa. Les amiraux étaient non seulement pas au courant de cette affaire d'OVNI, ils s'en moquaient complètement, mais en plus ils disaient, mais le Cometa, c'est des fous, il faut les envoyer en prison, il faut les mettre en cabane, qu'est-ce que c'est que ce rapport complètement naze? C'est Pinon qui m'a dit ça, l'amiral Pinon, qui lui-même essayait de savoir si en dessous il y avait une sorte de convergence à imaginer des choses secrètes. Et il ne racontait pas, il racontait ce qu'il avait vécu en se trouvant à côté de responsables militaires de très haut niveau. Donc, si vous voulez, je peux vous dire une chose, qu'au niveau le plus élevé, les ovnis, ça ne concerne pas les responsables politiques, c'est vrai, en plus ils n'ont aucune compétence, etc. Mais même les scientifiques, ceux qui s'intéressent au phénomène, s'intéressent d'une manière marginale. Jean-Pierre Rospard, c'était un très grand scientifique. Un jour, je lui ai envoyé un petit texte, je voulais créditer mes écrits en les envoyant à des responsables. Je l'ai fait avec Louange et je l'ai fait avec Rospard. C'est comme ça que ça se fait, vous savez. Les scientifiques, quand ils ont quelque chose à dire, ils se l'échangent entre eux, etc. Et ça crédibilise leur... Eh bien, Jean-Pierre Rospard, j'avais fait une petite annotation en lui disant il est le contraire de la zététique qui nie n'importe quoi, n'importe comment, et c'est pourtant un scientifique qui vit son travail en publiant des choses. Vous savez ce qu'il m'a dit? Écoute, ne mets pas cette chose, ça va me porter discrédit par rapport à ton analyse. Donc, si vous voulez, il a accepté tout le reste, et que je ne parle pas de la zététique. La zététique, c'est l'organisme scientiste qui démolit tout ce qui peut être à la fois croyance, qui peut être toutes ces choses sur la métaphysique, et bien entendu sur les ovnis. Donc, si vous voulez, il y a une part de la science qui fait un rejet complet du phénomène ovni, et les gens qui, un petit peu, s'intéressent à ça, le font dans les sciences d'une manière très discrète. Clandestine, même, on peut dire. Monsieur Roussel, je voulais avoir votre avis sur la conférence de presse qu'il y a eu à Washington en 2010. Vous l'avez vu? Le Press Club. Oui, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai écouté. Enfin, j'ai eu une traduction. Ben oui, il y avait des anciens généraux, il y avait des gens très impliqués du temps de leur carrière sur le plan militaire et qui racontent qu'il y a eu des alertes nucléaires relatives justement au phénomène OVNI. Mais le problème, c'est que ces gens ne racontent ces choses-là qu'une fois à la retraite. Donc, on sait combien, à la retraite, il peut être intéressant d'avoir un hobby. Et c'est ce que réplique Xavier Passot en parlant des gens du Cometa. Oui, ils disent les gens du Cometa, mais ils sont pas crédibles. C'était un hobby ufologique qui les a pris et qui leur a fait prendre ce rapport. Je vous assure, c'est aussi fou que ça. C'est lamentable. Pardon, mais quand on voit ça, on comprend de toute façon il y a une volonté mondiale de cacher le phénomène. Non, moi je ne suis pas d'accord sur la volonté mondiale, on ne sait pas. Alors moi je vais vous donner ma traduction. Les États, les militaires, les responsables de sécurité aérienne savent effectivement qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. Mais les études qui sont faites prennent en compte
ces bizarreries. Ces bizarreries, on préfère ne pas en parler, parce que si on annonçait, normalement on devrait annoncer, c'est ce qui aurait dû se produire après l'apparition en 1978 du rapport en 5 volumes, c'est ce que Comté-Poher annonçait que le CNES avait établi de manière absolument certaine qu'il existe des structures volantes venant d'ailleurs, n'appartenant pas à l'humanité. C'était la conclusion du gros rapport en 5 volumes de 1978. Ça n'a jamais été produit dans le public. Pourquoi? Parce que demain matin, il y a un État, la France, les États-Unis ou ailleurs, annonce, nous sommes certains que quelque part, quelque chose interfère dans nos technologies, dans nos civilisations, mais nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne pouvons pas dire d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils font. Nous sommes incapables, mais nous sommes sûrs que quelque part, on vient nous rendre visite. Qu'est-ce qui se passe demain? Déstabilisation de toute la société. Vous avez tous les fêlés de la planète qui vont attendre les extraterrestres pour guérir du cancer, pour se sentir mieux dans leur peau, pour bénéficier de choses que la société actuelle ne leur apporte pas. C'est une déstabilisation des sociétés. Et il est absolument normal, entre guillemets, que les sociétés n'entrent pas dans cette phase complètement dingue qui les déstabiliserait et les détruirait. Pardon, c'est ma théorie à moi. C'est plus le cas maintenant. Bon, excusez-moi, il ne faut pas se voiler la face. c'est bon de rêver. À qui? Il ne faut pas se voiler la face. Depuis l'Antiquité, il y a très longtemps, il y a eu toujours des manifestations de ce genre. Et je pense au Vimana chez les hindous. Mais là, on en oui. Bon, oui, vous Ah, vous avez une autre question là? Vous voulez partir sur un vaisseau spatial, je peux m'occuper de vous. Vous versez 5 000 € à mon association et on pourra faire affaire. Oui, vous faisiez allusion tout à l'heure au fait qu'avant tout les phénomènes réels sous apparents, pilote, etc. Mais il y a tout de même certains phénomènes, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, qui prennent un caractère proche de ce qu'on appelle un message du troisième type, et presque un peu près. Il paraît qu'à Levallois-Perret, par exemple, une grande urbaine, presque Paris, à Levallois-Perret, écoutez, on a vu des grands X ultra lumineux en pleine rue centrale de Levallois-Perret. D'accord, mais excusez-moi, quand on dit on a vu des grands X à Levallois-Perret, Levallois-Perret doit avoir, comme toutes les villes, des tas de caméras. Ils doivent avoir des gens qui se baladent avec des iPhones, qui se baladent avec des tout petits appareils de rien du tout. Moi, j'ai fait la collection parce que je suis un fanat de ces prises de vue un peu particulières, du fait de mon ancien métier. J'ai un caméra stylo, j'ai une caméra à l'intérieur de lunettes. Vous avez plein de fêlés comme ça, comme moi, qui ont plein de choses comme ça. Et vous me parlez de quelque chose que personne ne voit, alors que c'est à Levallois-Perret, dans une rue, dans une avenue, etc. Donc c'est vous dire que quand on annonce des choses pareilles, bon, moi j'écoute, mais il faut... Je vais vous montrer un ovni authentifié par les États-Unis, par le gouvernement des États-Unis. Allez, c'est parti. Alors ce document que vous allez voir, les experts que je connais et qui sont plutôt favorables à l'étude du phénomène disent « ouais, mais on le présente comme ça en public, mais il n'y a pas d'analyse de fait officiellement autour de ce que contient ce document ». Comme l'affaire de Tom DeLonge, là, et l'affaire du Pentagon Papers, ainsi que je l'intitule dans mon livre, il y a un rapport de 490 pages qui a été confectionné, mais aucune de ces pages n'a été rendue publique. Alors, par contre, je vais pouvoir l'arrêter pour pouvoir le traduire. Là, oui. Non, on maîtrise. Oui, genre, ça a été pris autour par un F-18 Super Hornet en anglais. C'est un film qui n'a pas été altéré tel quel, il est présenté tel quel, et il a été pris par un système infrarouge,
Infrarouge. Je sais qu'important, c'est que c'est d'infrarouge. Allez, on continue. Alors, bien sûr, c'est le meilleur qui existe au monde et sur le marché. Il faut faire un petit peu de pub en passant, mais c'est pas ça le sujet. Ce que vous allez entendre, c'est vraiment ce qu'ont raconté les pilotes, qui étaient des gens extrêmement entraînés. Et puis, vous allez entendre aussi côté, des avions biplace, ce qu'ils appellent le Weapon System Operator, bon, enfin une deuxième personne dans le cockpit qui est chargée des armes. Et ils sont très excités par cette expérience, évidemment. Alors voilà le système Raytheon. En fait, il y a un certain nombre de paramètres. Donc en haut, ça veut dire que on est en infrarouge, vous voyez, IR infrarouge, et qu'on va passer rapidement les paramètres. Bon, c'est pas très intéressant. 35 degrés. Je vais attendre un petit peu, il va y passer toute seule. Voilà, ce qu'il dit, c'est que le senseur regarde sur la gauche à 35 degrés. Il y a 4,1 milles nautiques de pente vers l'objet, quand l'objet va être capturé, c'est pas encore le cas. L'objet sera capturé dans le petit rectangle qu'il y a au milieu là. Ouais, enfin bon, le senseur est dans un angle de 22 degrés vers le bas, et l'avion est en train de faire un tour, il est en train de tourner de 5 degrés vers la droite. Voilà le système d'autotrack. Et puis là, ça nous dit simplement que la vitesse, c'est Mach 0,61, et puis c'est traduit en nœuds, c'est 250 nœuds par seconde. Bon, je crois qu'on a... Hot display, oui, alors, en fait, il y a deux modes. Il y a le mode noir, sombre, et le mode blanc. Quand c'est en blanc, c'est pour montrer la température. Donc il y a 3 tentatives de capture. Vous avez vu passer le petit machin là en travers, peut-être? Non. Bon, c'est dommage parce que moi je le vois assez bien là. Hop, il passe là. Vous le voyez peut-être? Hop, vous l'avez vu peut-être là? Non? C'est certain, oui. Il n'y a que les spécialistes vraiment de l'analyse de l'image aéronautique qui peuvent vraiment apprécier cette chose. Vous voyez, il est chopé là. Il est dans la parenthèse. Donc ils sont très contents. Parce qu'il a été chopé en automatique et pas en manuel. Alors vous entendez les pilotes qui ont été tellement étonnés de cette exhibition qu'ils en ont pris des éclats de rire. Et c'est ce que notait le New York Times quand ils ont produit cette image. Elle a provoqué l'hilarité des pilotes qui ne comprennent pas qu'une chose pareille puisse exister sur le plan aéronautique. Et vous voyez là maintenant c'est en noir, ils ont changé le mode d'observation. Moi c'est automatique tout ça. Ah, ok. Et donc, c'est blanc nouveau. Bon, il fallait pas besoin de traduire, c'est assez simple. Alors, cette série d'images a donné lieu à une diffusion du New York Times et du Washington Post qui a donné alors lieu à l'information relative à l'ouverture du dossier par le Pentagone de 2005 à 2012. Et ça a donné beaucoup de médiatisation sur l'ensemble des pays européens et en France, plein de diffusions par les journaux et les gazettes. Mais ça s'est arrêté là. Parce que, alors, ça donnait lieu à des théories sur la divulgation, sur les choses qui allaient enfin être révélées par les États-Unis. Sauf que ce cas, si vous voulez, qu'on a, et qui est un cas, c'est vrai, très étonnant, il a été divulgué par un dénommé Luis Elizondo, qui a quitté la commission d'enquête parce qu'il n'a pas pu avoir des budgets, si vous voulez, développés autour de ce qui avait été prévu pour le Pentagone. Le Pentagone a délivré 20 millions de dollars pendant 5 ans, c'est-à-dire 20 millions au total, pour compléter son étude, sa connaissance sur le phénomène OVNI. Au bout de 5 ans,
le budget s'est arrêté parce que la CIA ou l'armée de l'air ou les militaires avaient d'autres choses à chasser. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les observations du phénomène OVNI sont très aléatoires et elles continuent néanmoins. Quand ils ont servi cette image pour dire ça y est, on va tout savoir sur les ovnis, enfin ça y est, c'est révélé, les militaires ont encore ouvert le dossier, c'est oublier une chose, c'est que les militaires sont en alerte 24 heures sur 24 par rapport à toutes les menaces extérieures. Et c'est une menace parmi d'autres. Il y en a même qui pensent que ça pourrait être un avion secret chinois, secret russe, qui pourrait donner lieu, enfin c'est quand même des évolutions étonnantes, qui pourraient expliquer l'affaire. Ouais, il faut dire que ces 22 millions de dollars qui ont été obtenus un peu en contrebande par Harry Reid, qui est un sénateur qui est extrêmement important puisqu'il dirigeait le groupe démocrate au Sénat. Et c'était donc le sénateur le plus important et il avait de l'appui. C'est comme ça qu'il a pu obtenir ces 20 millions de dollars. Et quand il a quitté, l'argent s'est asséché. Et ensuite, Elizondo était dégoûté, il a décidé de quitter. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a l'échelle, pardon. On a l'échelle de ce qu'on voit. Oui, on l'a, mais moi je ne l'ai pas. Là, je ne peux pas vous l'expliquer. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est de l'infrarouge. En infrarouge, normalement, si c'est un avion conventionnel, que ce soit un avion à hélice, que ce soit un avion à réaction, il produit de la chaleur. On ne la voit pas. On ne voit pas de jet de chaleur. On ne voit pas d'échappement d'un moteur à réaction. D'un moteur à hélice, d'un moteur tunnel. Le son, si on entend du son, mais ça n'a rien à voir avec le... Enfin, les gaz sont des avions à réaction, donc je pense qu'au niveau du son, ça peut pas être valable. La distance, la vitesse, la dimension... Oui, la distance était 4,1 milles nautiques, donc ça fait à peu près moins de 8 km, en pente, en douce, à 22 degrés, parce qu'ils étaient à 10 000 mètres d'altitude. Donc on a une idée de la distance, parce qu'on voit, on peut faire l'étude de la taille de la tâche, qu'on a vue. On sait qu'ils étaient à 8 000 mètres d'altitude, l'avion. On connaît la distance précise, donc un peu de trigonométrie, et c'est très facile d'avoir la taille. Mais moi, je ne la connais pas. Ouais, bon, très bien. Alors le problème, c'est que justement, les gens qui s'intéressent à ces cas-là disent on ne nous a pas communiqué la totalité du dossier qui pourrait compléter cette observation et l'accréditer d'un gros facteur d'étrangeté. Ensuite, 22 millions de dollars en 5 ans, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça a servi. Alors moi j'ai contacté avec ces histoires, vous le lirez dans le Pentagon Papers, dans mon petit livre là qui est au fond, qui demande, etc. J'ai contacté les responsables de ceux qui interviennent dans mon ouvrage, c'est-à-dire des gens du CNES, des gens de l'armée de l'air, etc. Et eux-mêmes sont très pas enthousiasmés par cette affaire, mais reconnaissent que 22 millions de dollars en 5 ans, ça ne correspond qu'au paiement du personnel qui s'est occupé de cette affaire. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a eu un grand changement par rapport au phénomène, par rapport à l'étude, par rapport à une volonté d'en savoir plus. En fait, c'est pas réellement le Pentagone qui a fait l'étude. L'argent a été donné à Bigelow. Parce que Bigelow était premièrement un copain de Harry Reid, le sénateur qui a monté toute l'opération. Parce que derrière ça, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Mais, et en plus, Bigelow a montré son commitment, son intérêt réel dans le phénomène. Et il a montré qu'en fait, il dépensait déjà beaucoup d'argent, il avait déjà dépensé beaucoup plus d'argent pour étudier les ovnis et les phénomènes paranormaux. Donc il était fiable, il n'était pas intéressé. C'est pour ça qu'on lui a donné cet argent. La question qu'on peut se poser, c'est qu'ils dépensent, à chaque fois on voit c'est des sommes faramineuses, y compris pour la défense américaine. C'est 600 milliards. 600 milliards, même qu'ils ont minimum, c'est plutôt 1000 milliards. Voilà. Et pour des affaires comme ça, pourquoi on ne donne pas ça à des retraités militaires qui n'ont plus besoin d'argent parce qu'ils touchent leur retraite, et qu'on leur donne juste ce matos pour faire l'analyse? On va demander ça aux conférenciers. Moi j'ai mon idée qui n'est pas la sienne. Vous savez, là, vous êtes en train de prendre la tournure du problème du mauvais côté. Si on fixe ça à des retraités qui passent leur temps à analyser le phénomène OVNI comme un passe-temps, c'est pas bon. Il faut que ce soit des gens qui soient coupés de toute
toute volonté ou d'en faire un hobby, ou d'en faire il faut que ce soit des gens qui aient une concentration personnelle appartenant à une administration qui leur demande des comptes, etc. Des retraités feront ça de manière un peu trop légère pour la qualité certainement des conclusions. Moi, c'est ce que je pense. Je vais vous donner, moi je suis un peu, notre ami est très bien parce que ça complète, moi je suis très sceptique par l'affaire Tom DeLonge, ce rocker qui a réussi à réunir autour de lui des scientifiques, des gens étonnants, et notamment un personnage très intéressant qui s'appelle Belon, Christophe, qui a appartenu à la défense avec les présidents Clinton et Bush. Et lui, il fait une analyse par rapport à la situation très intéressante. Cette analyse, vous la trouverez dans mon bouquin. Mais Tom DeLonge, je vais vous donner une petite appréciation qui a été communiquée par la revue Fader. Je vais vous lire quelques lignes sur ce que représente Tom DeLonge dans cette recherche. Je mets mes lunettes. Alors, Tom DeLonge a déclaré « Les ovnis sont réels, les extraterrestres sont réels et nous visitent épisodiquement. Le gouvernement américain connaît la vie extraterrestre depuis des décennies. Il a expérimenté activement des technologies extraterrestres. Les nazis ont été impliqués dans Roswell, etc. etc. » C'est Tom DeLonge, le créateur de cette société qui réunit des anciens physiciens, des anciens responsables politiques, qui racontent ces histoires-là. Comment peut-on accorder crédit à des déclarations pareilles? Donc, si vous voulez, ça fait partie d'une sorte de médiatisation, d'une sorte de business autour du Pentagon Papers, qui pour moi, et pour les responsables que j'ai contactés, pour les types qui sont experts et qui ne recherchent pas la médiatisation, il y a un grand doute relatif à la qualité, à l'objectivité de cette commission. C'est un point de vue oui, qu'on entend. Puis c'est vrai que ces déclarations de Tom DeLonge sont en partie farfelues, enfin, de mon point de vue. Donc j'ai pas. Simplement, pour moi, c'est pas tellement important parce qu'un dénommé Christophe Colomb, il allait atteindre en 2 mois la Chine. Bon, il n'est jamais arrivé, hein. Mais il a découvert l'Amérique. Donc oui, voilà. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que quelque part, les gens qui bougent, même quelle que soit la couleur de leur argent ou la façon dont ils s'y prennent, ça peut aider effectivement à améliorer la connaissance du phénomène. Mais il faut être soutenu par les médias, par les politiques, et être crédible pour avancer un petit peu. Et quand on entend une déclaration de Tom DeLonge sur son travail, sur ses croyances, j'ai pas envie de donner beaucoup d'argent à ce monsieur qui va faire beaucoup d'argent et qui ne fera pas obligatoirement avancer le mystère. Voilà, je vous dis bonjour, bonsoir. Surtout, attention, couvrez-vous, il va neiger. Presque. Merci beaucoup. Vous avez tous bien raison de venir, parce que c'était, je crois, une des meilleures conférences soirées qu'on a eues depuis quelques temps. Il faut le reconnaître. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.